intervention que vous voudriez faire. Donc il y a ces trois... En fait, j'ai l'impression que tout a été clair pour moi, mais alors, quand j'ai appris le sujet, j'ai réfléchi, tout ça, et je me suis beaucoup posé la question de justement l'universalité de la beauté, ce que vous avez dit au début, et j'aurais besoin de précision sur ça. Parce que pour moi, j'arrive pas, le concept n'est peut-être pas encore trop en moi, donc j'ai pas forcément tous les outils pour comprendre. Est-ce que justement un type du Sud, un Marseillais qui vient d'une cité ouvrière, va avoir la même perception de la beauté, et encore je ne sais pas si c'est juste quand je dis le terme perception, il va avoir la beauté dans une statue de Rubens, qu'un type parisien qui va... Enfin, ça a été ma grande question quand j'ai appris le thème jusqu'à vous rencontrer. Voilà, est-ce qu'il y a un... Enfin, c'est ça mon... Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, pour moi, c'est évident, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il faut distinguer ce qui est universel quand ça a son existence. Ouais. Moi, quand je parlais de l'universalité de la beauté, ce que je voulais dire, c'est qu'elle existe universellement partout. Que tous les êtres humains, qui sont des êtres sensibles, et aussi intelligents, parce que je crois qu'il y a aussi une dimension d'intelligence dans la beauté. Ouais. On la saisit. Ouais. D'ailleurs, le mot saisir a à la fois un sens intellectuel et un sens physique. Et elle est universelle dans ce sens qu'il y a partout des expressions de la beauté et partout une appétence pour le beau. Alors maintenant, le contenu particulier, vous voyez, il faut distinguer, disons, la forme, qui est l'universalité quant à l'existence. On peut dire la même chose de la religion. Hein. Quand vous dites l'idée de Dieu est universelle, ça ne veut pas dire que partout les hommes ont la même conception de Dieu. Okay. La beauté est universelle, c'est-à-dire qu'il y a cette idée-là, elle est répandue dans toutes les cultures humaines. On ne peut pas imaginer une seule culture qui serait étrangère ou indifférente. Mais il est clair qu'en fonction des différentes histoires, des différentes normes, le contenu donné est très différent. L'exemple de la parure et surtout d'ailleurs des transformations du corps est assez frappant. Il y a des pratiques corporelles qui nous semblent, à nous occidentaux, laides, comme par exemple un os qui traverse la cloison nasale, alors que c'est une parure pour les peuples qui s'y adonnent. Mais, par ailleurs, même s'il est vrai que dans le contenu concret de la beauté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve beau, je crois qu'il y a aussi que l'universel, même à ce niveau-là du contenu matériel, l'universel n'est pas totalement absent. C'est-à-dire que la beauté, c'est ce qui est universalisable en tant que contenu, quand bien même, d'abord, elle aurait une origine particulière, ce qui est toujours le cas, et quand bien même, elle ne serait connue que par un tout petit nombre d'individus. Vous voyez, pour prendre un exemple empirique évident, enfin, Greta Garbo est apparue belle, même pour ceux qui n'étaient pas des Suédois. Mais qu'est-ce qui fait que Greta Garbo peut être belle à un Égyptien, un Japonais, un Chinois? Et qu'inversement, qu'est-ce qui fait que nous, les Européens, nous pouvons trouver très belle une Japonaise, une Chinoise, etc. Donc ça prouve qu'au-delà, si vous voulez, des différences culturelles et historiques, et sociales aussi, parce que là, évidemment, la question de la classe sociale est importante, hein, la culture, le milieu, etc. Au-delà de ça, il y a tout de même dans la beauté quelque chose qui fait signe vers la communauté humaine. C'est ça qu'il y a tout de même. Par exemple, c'est le pari du musée. Le musée est un formidable lieu, c'est un lieu, disons, symbolique en même temps qu'un lieu réel. Que le musée intègre des œuvres dont les styles se repoussent mutuellement. Hein, vous avez une salle, vous avez l'Italie de la Renaissance, et puis une autre salle, vous avez Goya, et puis une autre salle, vous avez Monet, etc. Donc il est clair qu'il n'y a pas de compatibilité. Or, le musée est un lieu formidablement accueillant.
C'est-à-dire que, et en même temps, en réunissant toutes ces singularités, c'est un lieu universel par excellence, puisque n'importe quel être sensible peut être justement touché par les œuvres qui s'y trouvent. Je crois que l'un des défauts du culturalisme, qui a une histoire assez longue, au moins 2 siècles, mais l'un des défauts, c'est d'avoir tellement insisté sur les particularismes culturels qu'on fait comme si les cultures étaient complètement étanches les unes aux autres, alors que vous avez au contraire une formidable ouverture. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les meilleurs interprètes de musique classique, aussi bien violon que piano, vous avez des Coréens, des Chinois et des Japonais. Rien ne les prépare dans leur histoire à ça. Donc ça prouve quand même que la grande partita de Bach, c'est quand même pas quelque chose qui est allemand. C'est-à-dire que c'est pas plus. En un sens, on pourrait dire que la musique de Bach n'est pas plus allemande que le théorème de Thalès n'est grec. Et aujourd'hui, c'est un défaut très courant dans le culturalisme que de confondre l'origine d'une découverte ou d'une invention, l'origine d'une fabrication, qui est forcément socialement marquée, historiquement marquée, culturellement marquée, et puis le sens contenu. Quand une œuvre est forte, moi je pense elle fait signe vers la communauté humaine. Okay. Quand une œuvre est forte. Et je crois que c'est d'ailleurs aussi un signe de force. On ne dira pas une preuve, il faut être prudent, il ne faut pas être trop dogmatique, mais quand même un signe de force que de faire signe vers une communauté qui dépasse de très loin les conditions sociales, les conditions de culture, etc. En même temps, la conclusion vers laquelle vous allez, c'est la beauté est en passe de, du moins, pas de disparaître, mais du moins de s'amenuiser. Et on peut se poser la question, est-ce que du coup la communauté humaine n'est pas en train aussi d'exploser du fait de ça, quoi. Je veux dire, si la beauté ne nous rassemble plus, c'est un peu pessimiste. C'est vrai, alors on retrouve la mélancolie de Lévi-Strauss, c'est-à-dire que c'est au moment même où on a toutes les chances. C'est un peu flippant, quoi. Vous voyez, c'est au moment même où on a toutes les occasions, toutes les chances pour découvrir ce qu'il y a de beau dans le monde. Et au-delà de notre pays, enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, nos bibliothèques, nos discothèques, nos musées rassemblent tout le génie humain. Et puis, sans parler d'outils informatiques, avec un ordinateur, vous avez accès à une formidable, disons, vous avez... une richesse incroyable. Mais oui, et c'est à ce moment-là, précisément, un peu comme l'anthropologue découvre une société qui, en fait, en passe de disparaître. Oui. Cela dit, les Japonais et bientôt les Chinois, quand la crise sera terminée, mais qui viendront déferler par millions à Venise et à Paris, ce qu'ils cherchent tout de même, c'est, oui, pour eux, Paris c'est une belle ville et ils y vont pour cela. Alors maintenant, la légende finit par recouvrir la réalité, c'est-à-dire que ceux qui vont voir la Joconde ne la regardent pas. Et ça, c'est la tragédie du tourisme. C'est-à-dire qu'à la limite, on va vérifier qu'elle est là, on va vérifier qu'elle est bien comme ça, on va vérifier qu'elle existe. Et on se fait photographier. Et on se fait photographier. Ouais. Et je pense que c'est la grosse différence entre le tourisme et le voyage. Ouais. Le voyageur, c'était quelqu'un qui n'avait aucune idée préconçue de ce qu'il allait voir, parce qu'il manquait totalement d'informations. Aujourd'hui, nos expériences, même les plus belles, elles sont en grande partie hypothéquées par le savoir préalable que nous avons et qui finit par faire écran à nos affects et à notre sensibilité. Les gens qui vont aux États-Unis, ils ont l'impression de reconnaître ce qu'ils ont vu des milliers de fois au cinéma. Alors que quand Marco Polo allait en Chine, il avait l'impression de rien du tout. Oui, il ne connaissait rien au départ.
Alors jusqu'où cet imaginaire produit des normes de beauté et affecte notre regard et notre capacité d'attention sur, au fond, avec un risque de banalisation. Quand vous évoquez que le cinéma est un médium qui véhicule un certain nombre de stéréotypes, d'informations, qui nous conditionnent également lorsqu'on on découvre, ou on découvre physiquement un territoire. Comment s'en sortir aujourd'hui? C'est-à-dire comment redonner du beau au beau, si je puis dire. Et ça, c'est le premier versant de ma question. Et la deuxième versant, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez dans le cadre de l'université, une belle femme est nécessairement bête. Je caricature, hein, bien entendu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on produit des normes de beauté physique? Est-ce que c'est une question géométrique, mathématique, des volumes du corps qui participent à définir cela en disant, à contrario, aux États-Unis, effectivement, le phénomène, j'imagine, de la malbouffe, peut-être que c'est ce que vous sous-entendiez tout à l'heure, participe à déformer les corps et à les rendre monstrueux à certains égards. Oui, il y a à la fois cela, ce phénomène-là, et puis aussi la vulgarité des occupations et des projets, des rêves. Il y a une vulgarité quand même moderne, qui est d'ailleurs la face sombre de la démocratie. Je veux dire que, évidemment, on pourrait dire, on ne peut pas reprocher à des populations entières de vouloir avoir un niveau de vie qui est celui de la classe moyenne occidentale, etc. Et donc c'est le revers finalement d'un autre phénomène qui est la démocratisation, où il y a un régime de concurrence universelle qui fait qu'on a envie celui qui devrait être notre égal et dont on pense qu'il est notre supérieur, et qui a des avantages, parfois d'ailleurs c'est purement fictif. Donc il y a une espèce de concurrence. Vous voyez, concurrence, ça veut dire courir avec quelqu'un. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est vrai que dans les normes de beauté, le cinéma, il y a quelque chose de très intéressant qui a eu lieu, c'est que c'est au moment où on est passé du cinéma parlant, enfin du cinéma muet au cinéma parlant, qu'aux États-Unis sont apparus les concours de Miss, les concours de beauté. C'est-à-dire à la fin des années 20, début des années 30. Et en même temps, c'est la crise économique. Et c'est à ce moment-là où vraiment on peut dire que l'industrie du cinéma, Hollywood, en fait, a diffusé à l'échelle du monde un canon de beauté et qui n'était pas si éloigné, quand on regarde, pas si éloigné que ça, c'est des canons de beauté classiques, même de la Grèce. C'est-à-dire que par exemple, la Vénus de Milo, elle n'est pas si éloignée de cela des beautés féminines exaltées par le cinéma classique. Là, je crois qu'on est en train de tourner le dos à cette histoire. Pour des raisons que j'ai simplement suggérées. Mais les normes, c'est vrai, elles ne sont... je crois qu'il faut distinguer deux choses. Elles sont conventionnelles par définition, puisque par définition, c'est l'être humain qui les dicte, qui les choisit, etc. Mais n'allons pas confondre, comme on le fait souvent aujourd'hui, le conventionnel avec l'arbitraire. Parce que si tout ce qui est arbitraire est conventionnel, puisque ce qui est arbitraire, c'est ce qui provient du libre arbitre, c'est-à-dire de la volonté humaine. Donc, s'il est vrai que ce qui est arbitraire est conventionnel, l'inverse n'est pas vrai. Ce qui est conventionnel n'est pas forcément arbitraire. Il peut y avoir des conventions qui obéissent à des lois, qui obéissent à une certaine logique. Et on ne peut pas définir la beauté d'un mot, mais il y a des critères qui ont été donnés pendant des siècles. Et par exemple, l'idée de mesure, à la fois dans les deux sens, la mesure comme quantité, par exemple dans la statuaire grecque, une statue de 1m40 de hauteur devait avoir une tête qui ne faisait pas plus de 20 cm. Donc la règle arrêtée à l'âge classique, au 4e, 5e siècle avant notre ère, c'est que la hauteur de la tête faisait la 7e partie de la hauteur totale du corps.
Donc si la statue fait 1m40, la tête fait 1 cm. Et cette mesure définit une mesure au sens de juste mesure. Comme quand on dit garder la mesure, parce qu'en français il y a une équivoque. Hein, la mesure comme ce que je mesure, la quantité, et la mesure comme juste mesure, c'est-à-dire comme moyenne, comme milieu. En d'autres termes, ce qui échappe à la fois au trop, qui est l'excès, et au trop peu, qui est le défaut. Donc la juste mesure, ça donne la beauté comme étant ce qui tient l'équilibre entre un excès et un défaut qui sont également laids. C'est-à-dire que des oreilles trop petites sur une tête ne sont pas belles, mais des oreilles trop grandes ne sont pas belles non plus. Une tête trop petite n'est pas belle, mais une tête trop grande non plus. Donc ça, c'est l'idée classique. Donc c'est une part objective, comme voilà. Mais alors, du coup, si on revient à l'histoire de l'hippopotame, il y a une dimension subjective. On peut trouver un hippopotame beau. Oui. Alors, il faut prendre garde entre à ne pas faire une confusion dans le terme de subjectif, parce qu'aujourd'hui, quand on ou d'affectif. Sans tomber amoureux de l'hippopotame, on peut être sensible à l'hippopotame. Alors, vous savez, Voltaire, bien sûr, d'ailleurs, c'est l'idée de Voltaire. Voltaire écrit pour son dictionnaire philosophique un article sur la beauté, et puis tout l'article dit qu'il n'y a rien de plus relatif que la beauté, et il cite les exemples de critères de beauté en Afrique, chez les Hottentots, et puis il dit, pour le crapaud, c'est sa crapaude qui est belle. Bon, façon de dire, ce qui est beau pour moi, c'est pas forcément beau pour toi, ce qui est beau pour toi, ça peut être laid pour moi, etc. Bon. Mais quand on dit subjectif, c'est équivoque, parce que subjectif, ça peut vouloir dire personnel, quelque chose qui m'est propre, mais aussi subjectif, ça peut renvoyer au sujet générique qui est l'être humain sensible. Relatif. Et là, quand on est dans une subjectivité générique, on n'est plus dans quelque chose de personnel. D'où la question du goût. Quand on dit qu'un goût est subjectif, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut dire qu'il est personnel? Est-ce que ce n'est pas une illusion que de croire qu'on a un goût personnel? Il y a des millions d'Américains qui sont persuadés que le Coca-Cola, ils aiment ça, c'est un goût personnel. S'ils réfléchissaient qu'il y avait des millions de gens comme eux, ils mettraient en relativité la relativité de leur goût. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de personnel quand tout le monde partage la même chose? C'est plus personnel. Quand on dit personnel, ça doit être quelque chose qui m'est propre, vous voyez. Mais par ailleurs, avec la question de l'art, la question du goût, de la sensibilité au beau, il n'y a pas une dispersion si grande que ça. Vous savez, bien sûr, je me souviens quand j'étais jeune, je trouvais toujours, il y avait des gens pour dire, Brigitte Bardot, elle n'est pas si belle que ça, d'accord, bon. Mais je veux dire, quand il y avait, disons, des concours de beauté, ou bien quand il y avait, vous savez, quand Preminger a tourné un film absolument génial, un film qui s'appelle Sainte-Jeanne, sur Jeanne d'Arc, d'après la pièce de Bernard Shaw, imaginez qu'il a fait passer 2000 auditions pour trouver une jeune femme qui était pour lui le type de Jeanne d'Arc. Pas seulement sur le critère de la beauté, il fallait ce critère-là, évidemment, pour le cinéma hollywoodien. Mais il fallait, évidemment, autre chose, pas simplement une page de magazine. Il a trouvé Ginselberg. Et on ne peut pas imaginer que ce soit arbitraire. C'est une convention, bien sûr. Mais c'est pas arbitraire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je faisais cours sur l'art en terminale, parce qu'avant d'être à l'université, j'étais longtemps au lycée, et je me souviens que l'un des points d'achoppement les plus difficiles que j'avais avec mes élèves, c'est de leur faire comprendre que c'est pas la même chose quand on dit c'est beau, j'aime et ça me plaît. Et la plupart des gens confondent exactement les trois. C'est-à-dire, il suffit que ça leur plaise pour qu'ils pensent que c'est beau pour eux, etc. Comme si les trois jugements, vous voyez, j'aime, ça me plaît, c'est beau, étaient situés sur le même plan. Et je leur montrais en fait qu'on peut très bien dire de quelque chose ou de quelqu'un que c'est beau sans l'aimer
ni même sans que ça nous plaise. La beauté, par exemple, artistique, elle peut être reconnue comme telle, même si ça ne nous plaît pas, ou quelque chose qui résiste. Comme on sait très bien qu'il y a des livres qui sont des grands livres et qui sont ennuyeux, subjectivement ennuyeux, ça ne nous plaît pas. Voyez. Et ça, je crois que dans la philosophie de l'art et du goût, un des points de départ, c'est ça, c'est la distinction. Le jugement esthétique, c'est beau, c'est-à-dire que je suis capable de mettre entre parenthèses mes fantasmes, mes désirs, mes angoisses. C'est difficile, peut-être que c'est impossible. Mais je crois que l'amateur de beauté, c'est quand même quelque chose, c'est quelqu'un qui est capable justement de se mettre relativement en retrait. C'est pour ça d'ailleurs que la beauté tend à disparaître de notre monde, parce que la mise en retrait de soi, c'est pas du tout ce qu'on apprend. Au contraire, on apprend partout, il faut s'exprimer soi-même, être soi-même. On n'arrête pas de nous parler de soi, vous voyez. Mais s'oublier soi-même, c'est le cas de l'admiration. Quand vous admirez quelque chose ou quelqu'un, vous oubliez non seulement vos soucis, mais vous oubliez même qui vous êtes, ce que vous êtes. C'est ça qui est fort quand même. Quand on écoute de la musique qui nous passionne, c'est comme si on n'existait plus. Voyez. Si, mais en soi, par contre. Comment ? On n'existe plus, on a la sensation de plus exister dans le monde, mais on réexiste en soi. Et il y a ça, c'est vrai. La beauté fait. Et c'est là qu'on existe le plus d'ailleurs. Ça, et oui. voilà, et c'est ça. Tout à fait. C'est dans l'expérience esthétique qui invite. C'est pour ça que, par exemple, au XIXe siècle, avec la mort de Dieu, il y a certains artistes qui pensaient que l'art prendrait le relais de la religion. Il y a quelque chose de presque mystique dans une admiration. Bon, c'est une illusion, parce qu'en réalité, ça ne se situe pas dans le même plan. Mais c'est vrai que quand on s'oublie soi-même, qu'on se retrouve le plus, bien sûr. Et c'est ça pour moi, tandis que quelqu'un qui regarde constamment son nombril et puis qui fait des exercices, parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'aujourd'hui on ait un livre publié sur le bien-être, le développement personnel, le bonheur, la culture de soi, là c'est ça. Donc, ça c'est une impasse. Évidemment, ceux qui sont à la recherche de ça, alors ça c'est sûr qu'ils vont le rater. Donc si on revient à l'hippopotame, oui. Il n'est pas beau, mais il peut plaire. Exactement. Exactement. Ok. Oui. Et je parlais des chiens qui étaient laids, par exemple. Il y a des, je sais pas, il y a des races de chiens, mais c'est vrai que ça plaît. Sinon, on les aurait pas, sinon on les achèterait pas. Certains même peuvent être achetés très très cher. C'est ce plein qui fait des tas de plis là, c'est une horreur. Des pitbulls. Comment ça s'appelle ? Des pitbulls. Charpeille, non. Charpeille. Okay. Ils sont pleins de plis. Ouais. Vous vous rendez compte qu'on a fabriqué ça à partir du loup ? Ouais. Quelle déformation ! Quelle déchéance. Eh oui. Oui, oui. Les chiens, ils ont reçu une porte. Mais est-ce que là aussi, c'est admissible parce que c'est une norme ? Est-ce que le fait ou d'aimer ou de trouver beau ce type de chien l'est parce que c'est devenu une norme ou une mode ou une tendance ? Oui, il y a eu et donc on s'autorise au fond à une forme de transgression, si vous voulez. Dans les années 70, il y a eu la mode de punk qui consistait à mettre une boucle, une épingle à nourrice en guise de boucle d'oreille, à se faire une crête de coq orange et puis à se balader avec un rat sur l'épaule. Et c'est devenu une véritable norme dans cette micro-société des jeunes transgressifs. Oui. Même que le tatouage aujourd'hui. Le tatouage, Le tatouage, c'est incroyable. Eh oui, et ça se répand à une vitesse. Incroyable. Je trouve qu'il y a des gens qui... Et chacun est persuadé que c'est lui qui choisit. Et chacun me dit c'est moi qui ai choisi. C'est bien, oui, l'industrie du spectacle aujourd'hui, c'est une prescription de normes principales. Chaque actrice qui est passée sur le billard de la chirurgie esthétique est prescriptrice de normes. Donc le corps peut être
c'est beaucoup plus efficace que les hommes sandwich qui se baladaient avec le nom d'un restaurant, vous savez, sur des boulevards à Paris. C'est beaucoup plus efficace parce que c'est une injonction silencieuse. Elle ne se fait pas sur le mode du tu feras cela, tu dois faire cela. Ça existe comme ça, et donc ça crée une appétence. Moi, je veux être pareil. Et c'est peut-être même accéléré encore à l'heure actuelle, parce que les leaders d'opinion comme ça ont toujours existé, mais moi je m'interroge beaucoup sur ce terme. Dans les lycées, on entend beaucoup, ils veulent tous être influenceurs. Oui. Ils veulent tous être influenceurs, travailler dans l'événementiel et être influenceurs. Ben là, il y a beaucoup de questions à se poser. Parce que... Et les réseaux sociaux sont impitoyables contre ceux qui transgressent la norme. Laquelle norme est une transgression d'une norme intérieure. C'est-à-dire ceux qui transgressent la transgression, alors là, ils sont condamnés. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle forme de moralisme? C'est-à-dire que le recul de la place de la religion dans les sociétés sécularisées ouvre, comme au titre de la cancel culture, la place à une nouvelle morale qui devient presque tyrannique, au fond. Et donc on remplace Dieu par des idéologies, enfin bon, c'est pas nouveau, enfin j'entends, c'est une vieille histoire, mais ceci dit, qui sont portés par des minorités, si je comprends bien, et qui affectent. Vous voyez, en fait, jamais, quand on connaît un peu la littérature ancienne, vous voyez, on n'a jamais connu comme aujourd'hui une telle tyrannie exercée sur les corps. Et ça, c'est le paradoxe est complet, parce qu'on est dans une société démocratique, libérale, et même jusqu'à être libertaire, individualiste, mais la tyrannie normative sur le corps, en termes... Alors, c'est plus en termes religieux, c'est en termes d'hygiène, en termes de santé, en termes d'apparence sociale aussi, mais c'est d'une tyrannie impitoyable. Jamais, enfin... On n'a pas de statistiques, mais je suis convaincu que jamais autant d'individus n'ont été comme aujourd'hui malheureux de leur apparence. Nouveau dans l'histoire, ça. Mais au fond, comment expliquer cette contradiction, ce paradoxe du néolibéralisme? Parce que c'est bien cette hypernormativité-là qui se niche dans cette idéologie-là entre deviens ce que tu dois être, sois entrepreneur de toi, soyons entrepreneurs de nous-mêmes, et puis à la fois ne déroge pas à un certain nombre de principes. C'est quand même assez fort. À la fois, c'est le libre marché, la libre concurrence. Je crois que c'est une tendance générale de notre société. Quand je compare avec ce qu'elle était il y a 60 ans, quand j'étais jeune, je me rends compte que l'espace, disons, de ce qu'on appelait la tolérance. Mais pas au sens de la tolérance religieuse. Cet espace, disons, gris de la loi qui se situe entre l'interdit et l'obligatoire. Ce qui n'est ni interdit ni obligatoire, et ce qui est toléré, c'est-à-dire on ne vous demande pas de le faire, si vous le faites, vous n'êtes pas en infraction. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que cet espace-là a quasiment disparu. Et vous savez qu'au XVIIe siècle, les juristes, les philosophes du droit, comme Hobbes, etc., parlaient de silentium legis, silence de la loi. La loi ne dit rien. Par exemple, Hobbes, qui est connu pour être un philosophe théoricien de l'absolutisme monarchique, il dit la chose suivante, pour lui, il faut que l'État soit le plus fort possible, parce que l'homme est un loup pour l'homme, et que si les hommes n'obéissent pas à la contrainte d'un État, eh bien c'est le chaos, c'est l'anarchie, etc. C'est la violence qui est la pire chose qui puisse arriver. Donc pour maintenir l'ordre dans la société, il faut un État fort. Mais il dit la chose suivante, l'État n'a pas à s'occuper, par exemple, de la façon de ce que les gens mangent. Et là, il utilise l'expression de silence de la loi.
La loi n'a pas à statuer sur la façon dont les gens s'habillent, dans la façon dont ils mangent, etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le vide juridique. Le vide juridique. Et quand on passe du silence au vide, on passe de quelque chose qui est une possibilité de liberté, et le vide est quelque chose de négatif qui doit être comblé. Et la société moderne a horreur du vide juridique, comme la société d'autrefois avait horreur du vide. Et dans ce réseau de plus en plus serré de lois, de règles et de normes, parce qu'il y a les trois. Il y a les lois qui viennent, disons, du pouvoir législatif, il y a les normes qui viennent en grande partie de la technique, mais aussi de la société civile, puis il y a des règles dans des activités particulières, comme quand on parle de règles du jeu, etc. Et vous imaginez un réseau de plus en plus serré de règles, de normes et de lois qui se chevauchent et qui réduisent à néant les espaces de liberté, c'est-à-dire de tolérance. Quand vous êtes au volant d'une voiture aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous garer où vous voulez, vous ne pouvez plus vous arrêter où vous voulez, etc. etc. C'est pas quelqu'un qui a dit on va faire ça. Il n'y a pas eu de roi, de Dieu, d'empereur. Et là, on se rend compte qu'on est pris vraiment dans quelque chose d'un système de contraintes qui est et puis qui touche les corps, évidemment. Tout à l'heure, on parlait presque sur le ton de la plaisanterie de l'autocontrôle, mais l'idéal, c'est parce que c'est pas une plaisanterie du tout, l'idéal, évidemment, c'est la suppression de la médecine au profit de l'automédication techniquement assistée. C'est ça l'idéal. Avec nos téléphones portables, les puces qu'on s'implantera dans le corps, à tout moment savoir quel est son rythme cardiaque, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, le taux de sucre dans le sang, etc. Et donc, avec cette idée que puisque vous êtes maître à bord, parce que c'est ça, enfin, le message qui est d'une cruauté infinie, dans notre société libérale, individualiste, c'est de dire, vous gérez votre existence comme une entreprise, sous-entendu, il y en a qui font faillite, tant pis pour eux, ils ont mal géré, et donc, la cruauté infinie, c'est on est chacun responsable non seulement de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. C'est-à-dire comme s'il n'y avait plus de hasard, alors que la part du hasard est quand même colossale dans l'existence humaine. Les hasards de la naissance, les hasards des rencontres, etc. On sait qu'elle est énorme, la part du hasard. Mais tout est fait comme si ça n'existait plus. Et évidemment, l'idée sous-jacente, c'est qu'à partir du moment où on est totalement responsable non seulement de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est, ça veut dire qu'on est sanctionnable si, par mésaventure, ce qu'on dit, ce qu'on est, n'obéit pas aux normes. Donc, en fait, un individu sanctionnable est évidemment... Enfin, un individu libre est un individu responsable, un individu responsable est un individu punissable. Si vous êtes malade, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas... Oui, et puis sur la... Oui, ça me fait penser aussi à la vieillesse. Ça me fait penser à une parole dans ma propre famille, il n'y a pas longtemps. Ma mère vient d'être placée en EHPAD et j'ai un de mes frères et sœurs qui me dit bah oui, mais après le choc de la perte de son mari et puis le déplacement, quelqu'un de ma famille dit mais elle rayonne pas. Bah non, mais comment peut-on rayonner après autant de chocs il faut être heureux dans le malheur. Elle ne rayonne pas, donc il fallait dans l'urgence faire qu'elle rayonne. Bah non. C'est la question de la pensée positive, la psychologie positive. Si on fait passer le message que, par exemple, la beauté est une affaire personnelle. C'est-à-dire, en gros, on a bien géré sa vie. Gérer sa vie, gérer son corps. Sous-entendu, ceux qui ne sont pas beaux, ils ont mal agi. Donc, finalement, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Non, il y a une cruauté qui est... Ces injonctions, absolument. Mais ça marque aussi... comment dire, cette logique économique de surresponsabilisation individuelle au détriment du collectif. C'est bien la question du destin, au fond. C'est bien le monde désenchanté dans lequel on est, au fond, à quoi on croit encore à quoi. Et
et peut-être qu'à nous-mêmes, à défaut de croire à quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, quelque chose qui est de l'ordre quelque chose qui nous dépasse. Et puis, effectivement, ça renvoie à devoir, compenser les déficits structurels. Les déserts médicaux, autant que vous soyez autonome, parce que si vous allez dans la Creuse, si vous tombez malade, débrouillez-vous. La société ne sera pas là. C'est la question au fond que vous évoquez dans votre article, autour de la liquidité. Vous faites référence à Yves Michaud, l'art gazeux, et puis vous reprenez à votre compte la théorie de Zygmunt Bauman sur la société liquide, l'amour liquide. Et c'est bien entendu, au fond, une analyse tout à fait pertinente de ce sociologue britannique sur la transformation de l'État-nation et l'affaiblissement de la société. Et du coup, qu'est-ce qui reste de solide dans nos existences? Oui, pour celles qui ne connaissaient pas cette référence, il y a un sociologue qui a parlé de société liquide par opposition à des sociétés classiques, enfin des sociétés précédentes, qui avaient on dirait des principes ou bien des repères fixes. Et aujourd'hui, il y a le primat qui est accordé au flux, qui nous vient justement de l'économie. Tout doit circuler. Voyez, tout doit passer, et ça finit par, gagner les existences individuelles. C'est-à-dire que nous ne sommes plus attachés ni aux objets, ni aux êtres. Parce que l'attachement à des objets, secrètement, c'est perçu comme une perte de liberté, comme une perte de potentialité. Un petit peu comme l'attitude du téléspectateur qui a l'impression, s'il restait fixé à un seul programme, il aurait l'impression de louper tous les autres. Donc il zappe. Donc il joue à saute-mouton, donc il ne regarde rien. Et ça, c'est quelque chose d'assez symptomatique, justement, de l'homme d'aujourd'hui, qui est incapable de se fixer et qui prend tout attachement comme étant, non pas un lien qui le constitue, mais comme étant une servitude. Quelque chose qui l'entrave, une entrave. Et ça renvoie à la question de l'appartenance. C'est ça. Et qu'est-ce que nous faisons ensemble à un moment donné? Et je trouve que la pandémie, avec son lot de mesures telles que le confinement, et donc son corrélat, le télétravail, pour avoir assuré malgré tout des formations en ligne, par visioconférence, chose qui était déjà présente en présentiel, c'est-à-dire que l'injonction c'est toutes les 7 minutes, il faut changer d'activité. C'est-à-dire que le public face auquel vous êtes n'est plus en mesure de pouvoir porter attention tel qu'on a tenté de le faire maintenant, enfin j'entends, c'est-à-dire tiens, pendant 1 heure, je me concentre et je fais que ça au fond. Et donc on est dans quelque chose effectivement de ce que vous dites. C'est-à-dire que si je ne vais pas regarder sur M6 la 1, la 2, Netflix, ce qui s'y passe, effectivement, je vais louper quelque chose. Mais moi, ça affecte tous les domaines de la vie, par exemple la vie amoureuse. Pourquoi se fixer à tel alors qu'il pourrait y avoir mieux à côté? Alors moi, je leur dis en cours, en présentiel, je leur dis, mais vous savez, vous pouvez partir. J'ai l'impression que c'est un peu comme quand vous regardez la télévision. Vous regardez si, durant les premières minutes, ce que le prof va vous dire est suffisamment sexy pour que, au fond, il y ait une affaire de captation. Et du coup, mais il reste. C'est ça. Je leur dis, mais je signe la feuille d'émargement. Il n'y a pas de souci. Je vous dénoncerai pas. Vous pouvez partir. Et puis ceux qui restent, non, on va bosser ensemble. Non, ils vont continuer à aller sur Zalando, Facebook, etc. Je le prends pas d'un point de vue narcissique. C'est comme ça. C'est anthropologique. Je peux rien faire contre. Je peux tenter, effectivement, de faire le clown. C'est pas une injure vis-à-vis des clowns. Mais effectivement, la visio, c'est vous êtes l'homme tronc du téléjournal, vous êtes l'animateur, vous êtes celui dans la tour de contrôle, vous faites atterrir les gens, vous ouvrez les salles, vous fermez les salles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est quasi de la télé-réalité.
Et c'est là où je trouve que la liquidité ou le monde liquide, gazeux, fait tout son effet. Vous savez que dans un domaine dont on parle relativement peu aujourd'hui, mais il y a un domaine qui commence à être affecté par ce genre ce type d'attitude, de travail, même dans la vie quotidienne, c'est dans le domaine de la recherche scientifique, qui commence à être corrompu justement par ce type de processus. Vous voyez, Einstein, c'est quelqu'un qui pouvait réfléchir pendant toute une journée sur le même problème. Aujourd'hui, il n'y a aucun chercheur au monde qui pourrait faire ça. Parce qu'aujourd'hui, un chercheur, c'est quoi? C'est quelqu'un, quand il arrive dans son laboratoire, il ouvre son mail, et donc il a déjà à faire le tri pendant une demi-heure entre les publicités, les rendez-vous importants, les rendez-vous pas importants, etc. Il y a le téléphone qui sonne, il a une réunion à 10h, il doit boucler un dossier parce qu'il a une demande de financement à tel ou tel, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Un physicien, il ne fait plus de la physique. Il fait du management. Voilà. Et ça, c'est une déchéance totale parce que aujourd'hui, en plus, quand vous regardez ceux qui sont récompensés du prix Nobel, encore par inertie, encore un prix Nobel de chimie, de physique, de médecine, ça n'a rien à voir avec le travail que faisait Marie Curie ou Einstein. Alors, rien. Vous vous rendez compte? Einstein disait, mais mon outil de travail principal, c'est ma corbeille à papier. Aujourd'hui, vous imaginez, l'outil de travail, c'est pas la corbeille à papier, c'est... Comment voulez-vous oui, mais je connais quelques chercheurs de haut niveau. Ils me disent qu'il ne faut pas s'étonner si depuis les années 50, c'est-à-dire depuis la théorie génétique, la double hélice, il n'y a pas une grande théorie qui a révolutionné la science. Alors on découvre, chaque jour, on découvre des millions de choses. Et puis on en fabrique aussi, on fabrique davantage. Donc aujourd'hui, c'est moins de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée des technologies. Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé que des génies ou des théories arrivent que peu finalement aussi? Enfin, que c'est un rythme normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi, notre que ce temps... soit pas produit en quantité. Je ne crois pas que ça ait toujours existé, parce qu'aujourd'hui, notre temps rend impossible la figure du génie. Il y en existe quand même parmi nous. Ils ne sont pas encore révélés parce qu'on est trop contemporains de notre propre période, mais il y a forcément des génies, comme il y a forcément des théories qui se... Que si le génie, c'est quelqu'un qui a la possibilité de concentrer la plus grande partie de son énergie cérébrale à une œuvre, c'est vrai que pour les conditions qu'on vient d'évoquer, que ce soit dans le domaine artistique, parce que les artistes, c'est pareil, ils passent plus de temps à préparer les expositions ou à expliquer ce qu'ils font qu'à travailler. Alors, c'est la généralité, il y en a évidemment qui arrivent à échapper à ça. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir un physicien aussi génial qu'Einstein pour des raisons qui sont des raisons de contexte. Mais Aurélie, quand vous dites ça, vous pensez à quoi? Moi, je trouve ce discours, pardonnez-moi, un petit peu négatif. Enfin, je pense que c'est normal aussi que je vais pas réussir à trouver mes mots. Je reviens quand j'ai trouvé. Ok, pas de problème. Que c'est pessimiste, que on laisse que l'idée qu'il y ait des grands... Enfin, vous mettez en avant l'idée qu'il serait possible que nous soyons tous géniaux ou tous... élaborant tous des grandes théories, et que c'est le monde et que c'est le rythme du monde aujourd'hui qui nous empêche d'être ça. Mais je pense, ça a toujours existé. J'ai cette sensation que le mouvement du monde, naturel, il y a toujours des gens laissés de côté. J'ai du mal à expliquer ça, mais c'est-à-dire j'entends le discours. Oui. Il y a quand même, par exemple, c'est vrai aussi dans le domaine artistique, mais il y a un processus de spécialisation croissante qui est l'effet de la concurrence. Dans un régime de concurrence, chacun a intérêt à trouver un créneau, un chemin, une spécialité pour se démarquer des autres. Donc ça pousse effectivement les individus à des questions de plus en plus pointues qui les ferment complètement aux autres.
dans l'idée de génie, je parle en sciences, mais c'est vrai aussi dans le domaine artistique. Vous voyez, un grand peintre, c'était quelqu'un qui était capable de... Il y avait des peintres de genre, mais c'était quelqu'un qui était capable à la fois de peindre un paysage, un corps, un animal, une scène mythologique, etc. Avec la spécialisation, on cherche un procédé, vous voyez, qui puisse nous faire un nom. Et ça, je crois que c'est un contexte qui est très défavorable à l'émergence du génie. En sciences, c'est assez frappant, c'est-à-dire que, d'abord, la science est devenue tellement complexe que si vous n'avez pas une spécialité, vous ne pouvez pas travailler embrassé. C'est pour ça d'ailleurs que les grandes théories, peut-être qu'il n'y en aura plus. Parce que ça supposait, vous voyez, une sorte, disons, d'encyclopédisme. Vous possédiez la science de votre époque. Aujourd'hui, c'est impossible de posséder la science de son époque. Il n'y a que des machines qui peuvent le faire. Non, je me dis qu'il doit bien y avoir aussi des scientifiques cachés dans leur bureau et qui se fichent complètement de répondre à leurs mails et qui sont complètement obnubilés par leur théorie. Il en existe forcément. Oui, mais ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance de... Oui, vous faites allusion en fait à la possibilité d'un génie méconnu, c'est ça. Non, et qui ne se révélerait que plus tard. Qu'aujourd'hui, il y a des artistes incroyables qui existent toujours et qui émergent et qui sont capables de peindre ah, ça c'est vrai. Ou à la manière de la Renaissance. Enfin, oui, non mais oui, quand je disais par exemple la mort de l'art, bien sûr qu'il y a toujours des artistes de valeur, mais ils ne peuvent plus avoir la même importance que Rembrandt ou Léonard de Vinci à leur époque, c'est ça la question. Si vous voulez. On est passé à une autre scène. Ouais, mais en même temps, il n'y a que la Renaissance qui a des artistes qui ont eu la possibilité d'être reconnus de leur vivant et être aussi puissants, quoi. C'est l'Italie de cette époque qui a permis ça, parce qu'entre-temps même... En peinture, il y a Picasso quand même, qui a eu la chance d'être connu très très tôt, et qui l'a été toute sa vie. Donc, vous savez, bon, des génies méconnus, il y en a eu, mais c'est vraiment l'exception. Que ce soit en musique, en peinture, en littérature, etc., quelqu'un qui fait un travail absolument exceptionnel, et qui ne ferait jamais parler de lui, non. Parce que... Non, je ne parlais pas de génie méconnu, je parlais de génie qui existe. Mais regardez en sciences, ce qui montre qu'on est passé, quand on parle de prix Nobel, le prix Nobel aujourd'hui c'est un chef d'entreprise, c'est un directeur de laboratoire, c'est un chef d'équipe. Oui, vous voulez dire politiquement, il n'existe pas. Ben, si vous faites attention aux mots, par exemple, avant on disait un savant, ensuite on est passé du savant au scientifique, on disait un scientifique, et aujourd'hui on est au chercheur. Il y a quand même une déchéance évidente de la figure. Il n'y a qu'un chercheur, c'est le membre d'une équipe qui peut faire des milliers, et c'est normal, c'est tellement complexe à la fois du point de vue, disons, intellectuel, et puis aussi du point de vue technique. Quand il y a eu, je ne sais pas, imaginez que lorsque les Américains ont fait poser sur la planète Mars une sonde, il y a peut-être eu, il y a eu des dizaines de milliers de chercheurs à travers le monde qui ont travaillé à ce projet-là. En Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Des dizaines de milliers. Marie Curie, Einstein, Schrödinger, Heisenberg travaillaient tout seuls dans leur bureau. Vous imaginez, on n'est plus du tout dans le même monde. Hein. Quand on parlait de laboratoire, dans les années 20, c'était un chimiste avec quelques éprouvettes, avec 2 assistants. Mais aujourd'hui, c'est quasiment une ville. Hein. Vous voyez, c'est comme une ville. Donc la forme change. Comment ? C'est la forme qui change, en fait. Mais le savoir va quand même... il y aura toujours l'émergence de savoir, mais c'est juste que la forme de celui qui donne le savoir change. Je pense que le contexte change quand même beaucoup quand on parle... comment dire, on est un petit peu parasité par plein d'éléments qui n'ont rien à voir avec l'objet de ce pourquoi on est là. Oui, mais est-ce que ça se voit à tous les niveaux, tous les métiers. Tous les métiers sont rentables. Tous les métiers. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui travaillaient à des composants de l'Airbus, par exemple,
ils ne savaient même pas, à la limite, ils ne savaient même pas ce que c'était, où ça prenait place dans l'avion, etc. En plus, il y en a qui travaillent sur un écran d'ordinateur, hein, ils ne travaillent pas à usiner une pièce. Vous voyez. Donc imaginez que vous avez une telle division du travail, et puis qui devient très abstrait finalement, très organisé, très technique. On ne sait même plus. Vous voyez, un artisan, quand il fait un sabot en bois, depuis A jusqu'à Z, il sait exactement ce qu'il fait. Et il est maître de ce qu'il fait. Aujourd'hui, l'individu, c'est un élément d'une équipe dont il ne connaît même pas lui-même le contour. Alors, est-ce que c'est grave? Moi, je trouve que oui, parce que sur le plan théorique, c'est grave. Parce que la science peut très bien renoncer à son objet premier, qui est la connaissance du réel. La connaissance du monde. Aujourd'hui, la science ne fait plus que manipuler les choses et les êtres. Et la biologie, par exemple, au lieu d'étudier le monde du vivant, eh bien, manipule des gènes. Et c'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est grave, oui, il y a un risque à la parce que ça favorise finalement la pure technique, donc la rentabilité, parce que évidemment, pourquoi on met tant d'argent dans des travaux? C'est parce qu'on pense qu'ils sont rentables, donc on fait un investissement. Vous savez, si vous avez des grosses entreprises qui subventionnent la recherche, c'est pas pour l'amour de la connaissance, vous voyez, c'est pas parce qu'ils aiment les mathématiques ou... Non, on cherche quelque chose de rentable. Moi, je pense que ça peut contribuer à une décadence de la science. Remarquez, le cinéma, c'est pareil. Regardez aujourd'hui un film de Spielberg ou de Lucas, il y a quoi? Il y a 2000 personnes qui travaillent dessus. Et encore, peut-être plus. Si vous regardez tout le monde. Tandis qu'à l'époque du cinéma muet, quand Chaplin faisait ses films, il était combien sur le plateau? En dehors de lui, des acteurs. Et en tout, ils étaient peut-être 10, même pas. Puis les frères Lumière, ils étaient deux. Alors, il fallait quand même que quelqu'un fabrique l'appareil à leur place. Et c'est pas eux qui fabriquaient non plus la pellicule, tout ça. Donc, s'ils regardent en amont, bon, le cinéma étant une industrie, une technique, mais ils étaient très très peu. L'artiste le plus coté au monde aujourd'hui, c'est Jeff Koons, je crois. Eh bien, Jeff Koons, il travaille comment? En fait, il dessine des choses, il donne des idées, mais il a toute une équipe. À la limite, c'est un chef d'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui fait le même travail que Delacroix. Vous voyez? Et moi, je me pose aussi beaucoup de questions sur la captation des cerveaux très très jeunes, en fait, hein, avec les outils numériques. C'est vrai que c'est une question qui m'obsède, moi. Parce que quand on voit les jeunes enfants qui sont effectivement tout petits, déjà complètement captés par la lueur et le film, et qu'on met sur des dessins animés très très tôt, par exemple, mais très très tôt, et dans tous les milieux, en fait. C'est pas uniquement, bien sûr, socialement, c'est davantage marqué comme tout, mais ça, c'est une question qui m'obsède. Et vous parliez tout à l'heure c'est rigolo parce que l'effet sur la vie amoureuse, vous disiez un petit peu sur justement, et cette semaine j'ai vu une image comme ça dans ma petite ville de Saint-Pierre-des-Corps. J'ai vu deux jeunes enlacés et ils étaient l'un contre l'autre comme ça, et avec les téléphones portables, c'est-à-dire que le gars il avait son téléphone portable, il tenait la jeune fille d'une main et elle faisait la même chose dans l'autre sens, et ils étaient en train de regarder tous les deux leur écran. Et je me suis dit, et ça m'a questionné par rapport à la venue ici, parce que je me suis dit, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau comme image, déjà, ça? Je me suis dit, c'est incroyable. Et en même temps, c'est assez effrayant, quoi. C'est assez effrayant. C'est effrayant parce qu'on ne connaît pas, mais est-ce que si naturellement les choses se mettent comme ça en place, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas redouter et qu'il y a dans cet échange quelque chose qui existe pas pour rien. Moi, c'est des questions que je me pose aussi sur le... Ça a été un choc, moi, cette image. Et plutôt d'avoir peur de ce qui change, de ce qui n'est plus ce que j'ai connu, essayer de comprendre pourquoi c'est dans cette
la forme est comme ça et pourquoi elle est, et qu'elle a forcément un lieu d'être si elle existe, quoi. Dans le sens où la nature s'organise naturellement et que Mais il n'y a plus rien de naturel, c'est-à-dire que ça peut être spontané. Spontané au sens où c'est pas commandé apparemment par quelque chose d'extérieur, mais il y a les normes dont on parlait qui sont quand même très présentes. Parce que quand on dit civilisation de l'image pour qualifier notre civilisation, c'est pas simplement parce qu'on a des illustrations un peu partout, c'est que réellement l'image dans beaucoup de domaines finit par remplacer la réalité elle-même. Et moi je pense que la pratique du selfie peut être non, mais peut être analysée dans ce contexte-là, c'est-à-dire où finalement la réalité, on n'y a plus accès, ou alors elle est inquiétante, on en a peur, elle est incertaine. En revanche, avec l'image, on a une certaine certitude, et l'image finit par se substituer à la réalité. Et c'est ça qui me paraît quand même inquiétant, c'est quand même une forme d'aliénation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on faisait allusion aux touristes qui photographiaient des choses au lieu de les regarder. Là, qu'on se contente des images parce que la réalité, on n'en veut plus. Est-ce que la réalité n'est déjà pas une illusion, une première illusion? Et que ce serait une nouvelle réalité? Alors, si la réalité est une illusion, alors l'image en est une au carré. Là. Oui, voilà, ce serait ça. Ouais. Et en ça, ce sera remplacé. Bon, ce serait une nouvelle réalité. Mais ça, ce qui est nouveau, c'est que, vous voyez, traditionnellement, l'image, elle est seconde par rapport à la réalité. Non, mais ce sont des vraies questions. Hein. Parce que traditionnellement, l'image, elle est seconde par rapport à la réalité. D'ailleurs, image vient de même racine latine que imiter. Donc, par définition, il y a un modèle avant. Le modèle, c'est le réel. Puis ensuite, il y a l'image, que ce soit la peinture, la photographie ou autre chose. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'image est devenue tellement puissante, puis aussi tellement séduisante, tellement fascinante, avec les moyens techniques, qu'elle remplace la réalité. Alors, non seulement elle la remplace, mais dans certains domaines, elle la produit. C'est-à-dire qu'au lieu que l'image soit dérivée de la réalité, c'est la réalité qui est dérivée de l'image. C'est l'image qui commande la réalité. Et dans le domaine technique, c'est évident, c'est-à-dire que l'image de l'Airbus existe avant la fabrication de l'Airbus. Mais ça existe aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire que quand je faisais allusion au touriste qui va pour reconnaître ce qu'il connaît, comment le connaît-il? Si jamais aller dans le pays, il connaît par les images. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, la réalité des États-Unis, c'est les films. Et quand il ira aux États-Unis, il va vérifier la vérité des images qu'il a déjà en tête. D'où la déception des touristes. Qu'est-ce que c'est que la déception des touristes? Il y a beaucoup de touristes qui disent « Ah, ils sont déçus ». Ils sont déçus, pourquoi sont-ils déçus? Ça, c'est une expérience très, très caractéristique et très, très répandue. Ils sont déçus parce que la réalité est infidèle à l'image qu'ils avaient. Ça, c'est quand même singulier, ça. Ouais. Il y a quand même une mise à l'écart systématique de ce qu'on peut éprouver. Oui. La mise à distance. Et c'est assez... D'ailleurs, le selfie est tout à fait, disons, symbolique de cette pratique. Au début, moi, je croyais naïvement que c'était une pratique narcissique. Ça paraît évident. Oui, ça paraît on se photographie soi-même. Ouais. Mais déjà, il y a le geste. Ça, c'est quand même le geste. Donc, on se met à distance de soi. Et je me suis dit, est-ce que inconsciemment, alors c'est une analyse presque psychanalytique, c'est pas une façon de se débarrasser de soi-même par les images. Et ce qui tendrait à confirmer cette analyse, ce désir de se débarrasser de soi, c'est que ceux qui se prennent en selfie se jettent en pâture sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça. Oui. Ils diffusent leur image. C'est pas pour eux, c'est pas pour constituer un album personnel de souvenirs. Ça, je crois que c'est une pratique qui a disparu. Mais en revanche, ils vont diffuser sur les réseaux sociaux et ils jettent leur image en pâture. Parce qu'ils attendent une évaluation positive. Ils attendent d'être confortés. Alors là, c'est là que, le moment narcissique arrive. Le moment narcissique, il est peut-être en aval plutôt qu'en amont. Ils attendent d'être confortés en disant « Ah bon, t'es bien, t'as un bon look, etc. »